Alors, on a vu dans le chapitre 4 Vav une phrase très, très importante. Il dit que le désert comme les Torah, voilà, c'est-à-dire comme la Torah c'est des xérotes, comme la Torah c'est des xérotes à la Adam. Donc ça c'est le premier thème du livre, hein. C'est des xérotes à la Adam. Donc c'est légitime que la Torah ait été donnée dans une terre, Gezerah, Tsia, Vetsalmavet, une terre désolée, aride. Il dit pourquoi? Parce que la matérialité est que c'est un surplus qui empêche de percevoir la Torah comme Xéra. Alors, on a vu ça et ça m'a trotté un petit peu dans la tête pour traduire ça en français. Si on peut faire, en vérité, cette phrase, on pourrait dire c'est une synthèse de ce qu'il a dit dans les premiers chapitres. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, c'est une Xéra? La Torah, c'est Xéra. Alors, lui, il s'oppose à la démarche de Rashi qui dit que c'est simplement un joug sur l'homme. Non, c'est pas ça. Xéra, ça veut dire que la Torah s'impose au niveau de son sens et de sa compréhension. Comme le Maharal le dit moult fois, la Torah, ce n'est pas la Xéra, un décret d'un roi qui n'a pas de ta'am, qui n'a pas de la Xéra d'un roi, est un décret sans raison, mais la Torah, au contraire, s'impose par son ta'am, s'impose par sa signification. Donc, quand il dit que la Torah qui est Xéra, ça veut dire la Torah s'impose par le fait que la Torah, au niveau essentiel, est porteuse de signification. Mais pour qu'elle soit porteuse de signification, il faut être soi-même comme un désert pour pouvoir être réceptif à cette signification. Mais si toi, voilà, moi je revendique un judaïsme féministe, biodégradable et progressiste, ou moi intégré dans la cité, un judaïsme dans la cité, voyez-vous, et réciproquement, ben, tu n'es pas disponible, tu as déjà ton mot à dire. Tu as déjà ton mot à dire. Mais si tu es comme un désert, c'est-à-dire que tu es réceptif quelque part, alors la Torah s'impose, mais elle ne s'impose pas par sa dimension de pouvoir ou de dictature, mais elle s'impose en tant qu'elle a un écho de signification pour toi. Voilà. Voilà, c'est ça ce que, en reprenant, c'est pour ça que c'est dans une exéra. C'est-à-dire que nous, la distance, la plus grande distance qui est dans le monde, c'est la distance entre l'homme et son cœur. Alors, Mazette, là, attends, à 9h35 du matin, dimanche matin. Comment? L'homme et sa poche. Ah, tu l'attendais, hein? Ouais. Mais c'est la même chose en vérité. Mais notre cœur, notre intériorité est bouchée. Notre disponibilité, elle est bouchée. Mais si, quelque part, on est dégagé de
de nos illusions quelque part, alors on peut être disponible à la Torah qui est elle-même Xéra, mais Xéra, ça veut dire, comme le Maharal l'a développé chapitre après chapitre, s'impose pas du fait, pas en tant que dictature, elle s'impose en tant que pouvoir, elle s'impose en tant que signification. Zéra, il y a Zéra dedans. Xéra. Oui, il y a Zéra dedans. Zéra, il y a Zéra. Pas vraiment. Donc, non. Tu veux pas. Si, il faut un haïn, il faut rajouter un haïn. On pourrait trouver un aspect d'essence profonde. Oui, mais ça, c'est ce qu'il a dit. Voilà, oui. Mais c'est pas trop la nuance. Hein. OK, on va continuer. Alors, on en était dans la page P Aleph de cette édition, P Aleph. Alors, le désert où la Torah a été donnée a 5 noms. Il dit, on dit Midbar Paran. Vous voyez, 4e ligne en haut, à droite de la page P Aleph. Von Ikra Midbar Paran. De plus, ce désert est appelé le désert de Paran. Paran, c'est le langage Perou Urvu. Chez Parou, Veravu Allah, parce qu'ils ont fructifié, multiplié le pirouche. Kacher Ratsa Hashem Idbar Larbot et Israël. Lorsque Dieu a voulu multiplier Israël, qui Kacher Yatsum et Mitzrayim Metu Arbe Mehem. Car quand ils sont sortis Israël d'Égypte, beaucoup d'entre eux sont morts. Veratsa Larbot Otam Lakim Benem Tartam. Loaya Raoul Azera Kamilbar. Sont morts beaucoup d'entre eux. Il a voulu les multiplier pour leur mettre des enfants à Tartam, en remplacement. N'était apte à ça que le désert. C'est quelque chose de connu pour ceux qui s'y connaissent dans la connaissance. On ne se sent pas concerné. Que le désert est spécifique à la dimension de justice. Et le fait de faire venir des descendances, c'est par la force du développement de la dimension de justice. Nous avons déjà expliqué ça dans le livre Gurat Hashem au sujet plus il les faisait souffrir, plus ils se multipliaient, plus ils s'explosaient. Bon, ça c'est très profond, c'est très très profond. Quand la dimension de justice était en face d'eux, Ayuparim veravim beyoter, ils fructifiaient, multipliaient particulièrement. Kemoshetimsa bechol abriya, comme tu trouveras dans toute la création, chez Yatsa befal bekoar shem Elokim, que la création est arrivée à l'effectif par la force du nom Elokim. Shomidatadin, dans toute la création du monde, on voit le mot Elokim. Voilà. Après que la création soit arrivée à l'effectif, ensuite, il y a comment la création suit son cours, ensuite s'associe Midat HaRachamim. Im Shem Elokim. Kisham maskir abriya, vetikun abriya, gamken, kensem atolada, yetzalefal, bilvan iskam shel bereshit. Car la création, l'enfantement du monde, les 6 jours de la création, c'est Elokim. Mais maintenant, Maskir Hayetsia Lefal, Vegam Tikkun Abriya, le Kam Shem, Im Shem Elokim Shemchem. Ensuite, il y a la dimension de la réparation de la création, du but de la création, s'associe dans la Hanaga, le nom Midat HaRachamim.
Veitsav Hashem el Adam kevar gama, quand Dieu a ordonné à l'homme, c'est Veitsav Hashem Elokim ala Adam. Donc là, il y a le Midat HaRachamim. C'est ce que l'homme il a à faire. Mais là maintenant, c'est pas arrête sur image, les copains là. Ici, il dit qu'il y a deux dimensions. Il y a faire venir du potentiel à l'effectif, ça, c'est Midat Hadin. Maintenant, après, donc ça, c'est les 6 jours de la création. On voit que le nom Elohim. Une fois qu'il y a le nom Elohim, il y a la création, elle est en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans cette création? Alors, s'associe Hashem Elohim, Midat HaRachamim, avec la dimension d'Elohim. Mais dans l'arrivée du potentiel à l'effectif, ça c'est la dimension Elohim. De la même manière, le désert, c'est la dimension de Midat Hadin. Donc il y a la dimension de faire venir du potentiel à l'effectif, c'est la procréation. Ok, ça c'est les mots. Allez, maintenant vous m'expliquez ça. Allez, Julio, explique-moi parce que je n'ai rien compris. Je ne sais pas vraiment, c'est Allez. quelque chose, mais on voit le cours de l'histoire et les grandes révolutions, les naissances, ça ne s'est pas fait ça s'est fait par une je sais pas comment dire, ça s'est fait par des volontés qui s'imposent. Des nécessités. Sans prise en compte des contingences, je veux dire, ça, je sais pas comment dire, c'est n'importe quel renouvellement, empire qui s'est créé, ça se fait des bouleversements. Des bouleversements, il y a une volonté qui s'impose. Et bon, on n'est pas trop dans la gestion du dommage collatéral. Ça se fait par une volonté qui s'impose, quoi. D'accord. Ouais. Donc il y a un bouleversement, c'est-à-dire amener la vie au monde, c'est un bouleversement, c'est une révolution, mais qui vient par une nécessité. Voilà, nécessité, pas par une gestion. Parce que si tu gères la chose, tu fais la ligature des troncs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'accord. Mais dans le désert, il y a aussi la nécessité de fructifier à cause de la constitution de la nation. Oui, mais tu avoueras que dans le désert, c'est pas la première idée qu'on a, c'est pas de fructifier, multiplier dans le désert. C'est une histoire de dingue. Tu es dans le désert, venez les nanas qu'on fasse des mots, je veux dire. Excuse-moi. Mais c'est non, mais appelons un chat, je veux dire. Mais voilà, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Parce que le désert, c'est la mort. Si on part dans le désert, c'est pour mourir. Par contre, là, c'est la constitution d'une nation. C'est la constitution d'un peuple. Et là, on va fructifier. Et là, on va s'y constituer. Oui, mais t'avoueras que, disons, moi, j'y comprends rien. T'avoueras que comme ça, à niveau simple, c'est complètement dingue. Ouais. Je sais pas, moi, ça m'évoque rien. La constitution d'une nation, je sais pas comment. Shalom, travers. Alors, la constitution d'une nation, que veux-je dire comment une nation? Non, c'est. Pour moi, c'est un problème parce que les eugénistes. Malthus. Ouais. Il y en avait un anglais très fort et il disait mais on ne va jamais y arriver parce que c'est toujours les pauvres qui font plus de gosses. Comment la nation elle peut se développer
intellectuellement, alors que c'est toujours les pauvres qui font plus de gosses. Il faut faire quelque chose. Il faut les stériliser. Ouais, voilà. Stérilisons les pauvres. Hein? C'est ce qu'ils voulaient faire, ouais. C'est ce qu'ils voulaient faire. Stérilisons les pauvres. Il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Ben voilà. Alors, C'est dans le désert de la vie qu'il faut se fortifier. Il y a des moments dans le désert de la vie où on se trouve dans ces situations-là. Il faut se constituer. Pour se constituer, il faut créer des bases. Des bases, voilà. Les enfants, voilà. Les différents liens, là, qu'il faut faire. est-ce que ça, comment dire, ça existe là dans l'histoire des nations, un peuple qui se constitue dans le désert? Non, je sais pas, c'est quelle idée? Clovis, il a cassé le vase de Soissons, mais à Soissons, quoi. C'est Soissons, c'est, je sais pas, il y a du fromage, il doit y avoir de la bonne chair là-bas. C'est la France, quoi. Comment c'est créé D'abord, ça se crée dans un pays, une nation. Je ne sais pas comment une nation se crée, mais se crée dans un pays. Il y a Nous, on est créé avec un projet de pays. Avec, on va après le désert, après tout ça, qu'on est dans le lieu de mort, etc. Il y a la terre qui est bien. Mais quelle idée d'avoir des enfants à profusion dans le désert, je veux dire. Il faut qu'il y ait autre chose au-dessus de une volonté supérieure humain pour que la chose se produise. Oui, c'est-à-dire que il faut absolument quelque chose qui soit au-dessus de l'homme pour que la chose se produise. Sinon, les peuples sont constitués comment? Il y avait des migrations, ils ont trouvé des terres favorables, ils se sont installés, et pas d'opposition locale, ils se sont constitués un peuple, et au fur et à mesure, des provinces, des nations, une nation, un peu comme ça. Mais il y avait un phénomène humain qui s'est reproduit partout, en réalité. Ouais. Là, c'est exception incroyable. C'est que là où rien ne peut se produire, il s'est produit quelque chose. Ouais. Alors, je reprends ce que dit Damien. C'est-à-dire que l'humanité, elle bouge avec des révolutions. Elle bouge avec des révolutions, avec Mais cette révolution, justement, c'est pas de la gestion. C'est ça, peut-être là qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on n'arrive pas bien, il y a un malaise. Et ils font là, avec cette histoire de la retraite à 64 ans, ils ont voulu faire des simagrées comment dire, la soumission, de choses comme ça, parce qu'ils ont les fantasmes de la Révolution française, ou je ne sais pas quoi. Mais ils sont, pour reprendre le mot, ils sont dans la gestion. C'est un plan politique. Ils ont mais un bouleversement, il n'est pas dans une gestion. Un bouleversement, il est dans une volonté supérieure qui dépasse notre dimension purement individuelle. Et cette dimension, c'est elle qui est créatrice en vérité. C'est elle qui est créatrice. Après on va organiser ça. On va organiser ça. Il y a un auteur que Alexis Morel m'a fait découvrir. C'est
il s'appelle Sándor Márai. C'est un auteur hongrois. Je vous écris. Alors, oh là là, bon, c'est un peu là. Je ne sais pas montrer les judaïstes, comme vous pouvez le voir. Je n'arrive pas à faire. Voilà, alors. Voilà. Sándor Márai. Voilà. Bon, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, mais bon, peu importe. Et alors, lui il dit que quand il y a une révolution, donc c'est un grand, je reprends ce que tu dis, c'est un grand bouleversement. Et après, prenons par exemple, il y a eu la Révolution française. Après tu as eu le Napoléon. Et ensuite, tu as eu comment ça s'appelle, la Restauration, etc. Mais en vérité, tout ça, ça a intégré le bouleversement et ça l'a stabilisé. Ça a stabilisé. Je vais dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je m'en fous, hein, c'est anecdotique. Tu as eu par exemple mai 68. Mai 68, c'était un bouleversement spécial, qu'on dise que c'était, peu importe, c'était un bouleversement. Après, tu as eu Mitterrand. Ça n'a rien à voir, mais ça a normalisé en vérité, quand tu regardes les trucs de 68, c'est tout à fait ce qu'il y a aujourd'hui. Les pensées d'aujourd'hui, elles étaient dans 68, mais elles se sont, après, elles sont rentrées dans l'institution du monde. Mais au départ, c'est un bouleversement. Donc là, la création, c'est pas de la gestion. Voilà. Ça, c'est Elohim. Et le désert, justement, le désert, c'est le contraire de la gestion. C'est quelque chose c'est la nécessité pure. Voilà. C'est ce que tu penses que mai 68, c'est une résurgence de la Révolution française et que maintenant, c'est une résurgence de mai 68 qui serait de la Révolution française. Non, je crois que ça n'a rien à voir avec la Révolution française. Hein. Mais bon, il y a des choses comme ça qui se reproduisent. Je ne sais pas si ça a à voir avec la Révolution française. Hein. Mais bon, mon sujet, ce n'est pas 68, c'est un exemple. Hein, qu'après, c'est normalisé. Si tu veux. Après, il y a un bouleversement, presque antagonique, presque qui n'a plus rien à voir avec la chose, mais quelque part, oui. Parce que, ça intègre ce bouleversement dans la réalité du monde. Bon, on va continuer. De très profond, c'est quelque chose de très profond que amener des enfants au monde, c'est le contraire de la gestion. Tu vois, il y a eu l'invention justement en 68 de ce qu'ils appelaient le planning familial. Autour de 68, hein, c'est pas 68 même, hein, c'est dans les années 60. Planning familial. Et c'est quelque part, c'est le contrôle des naissances. Voilà. Contrôle des naissances. C'est très intéressant. Très intéressant, c'est le contrôle des naissances. La naissance, c'est le contrôle, c'est l'opposé, voilà, c'est ça. Comment? C'est-à-dire, naissance, il faut aussi de la gestion dans ce non-contrôle. C'est pas non plus chimère.
Non, c'est vrai que Ouais, aussi mal, la naissance. la naissance, c'est vrai que c'est déstructurant. Il faut qu'on trouve une structure dans cette. Comme il y a des galim, mais il y a eu un mahané, il y a comme une structure dans la non-structure. Sinon, on ne peut pas s'arrêter qu'à la révolution. Non, c'est vrai que c'est déstructurant, les enfants, mais il faut quand même trouver une structure. Oui, non, mais la fertilité du peuple juif, numéro un, c'était dans le désert, c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est ça, Paran. Après, peut-être ça se passe différemment, mais c'est la dimension de fertilité. La fertilité est une dimension qui correspond au désert, qui n'est pas la gestion du monde. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Hein. Ok, continuons. Le fikar midatadi nous meyochal et ribou yatoladot. Tu vois, yatoladot et ribou yatoladot. C'est pour ça la dimension de justice correspond à la multiplicité de la mise au monde. C'est quelque chose d'une science. C'est d'avoir chokma, ça veut dire ça touche une science intime que nous avons développée ailleurs. Midbar Sinai, maintenant, Midbar Sinai, chez Yarda Sina, est descendu la haine, Pirouche, qui raouille Aya à Midbar l'Israël. Car correspond le désert à Israël, qui à Torah Yamala à Eliona, via Krova l'Hachem Ilbar. Car la Torah est le niveau supérieur qui est proche de Dieu. Au Mish Machik, au Avo, au Kerovo chez l'Echad, Machik Gamken Oto Shukarovlo. Le Karatora Shikerovo Veoavo chez l'Hachem Ilbara, car Asher Rachaku Ota Akum, Nitrachaku bin Hashem Ilbara Chichum Gadol. Car la Torah est le niveau supérieur. Et elle est proche de Dieu. Encore une fois. Car la Torah est le niveau supérieur qui est proche de Dieu. Et celui qui éloigne l'amoureux de Dieu, le proche de l'un, c'est pourquoi la Torah est proche et qui est l'amant de Dieu. Quand les goïms ont refusé la Torah, ils se sont éloignés de Dieu. Le car, Bechol Makom Nikra Midbar Sinaï. C'est pour ça qu'on appelle tout le temps le désert de Sinaï. Ze Hashem Raou Yoter la Midbar. La reine Iskir Akatou Ze Hashem Bechol Makom, qui kevar Manu Kamidbar Makom Midatani Mevi Midatadi Yarda Sina Lakum Shichiku et ta Torah. Pourquoi Midbar Sinaï? Parce que, alors, ce n'est pas tout à fait le sens que moi j'avais dit la semaine dernière. Quand on dit la haine est descendue, c'est descendu parce qu'il a haine par rapport aux Juifs. Non, la haine par rapport aux nations. Parce que les nations refusant la Torah, et oui, parce que les nations en bataille, en vérité, c'est pas très, si vous voulez, si on dit les choses entre nous, hein, on est entre nous là, les copains, c'est pas très gentil pour les goïms, parce que les nations, leur vocation, c'est la construction du monde, c'est la gestion du monde. Or, la Torah, qui est quelque part, quelque part, il y a un livre qu'il y a une dizaine d'années que j'avais lu, qui était vraiment magnifique. Ça s'appelait Le siècle juif sur le XXe siècle de Yuri Zlatskin. On en avait parlé à l'époque. Ouais, tu l'as acheté? Il est au-dessus de ta cheminée? Il est bien là-bas? Ouais. Alors, il explique que les Juifs, quelque part, c'est le nomadisme. Alors, les nomades, ils restent dans le désert. Mais nous, on est des nomades à l'intérieur des pays sédentaires. C'est terrible, c'est une catastrophe.
c'est ce qu'ils appellent les cosmopolites. Par exemple, quand Staline parlait, il y a parmi nous des cosmopolites. Voilà. Mais ça veut dire que la Torah, elle est donnée dans le désert. Mais quelqu'un qui refuse la Torah, il refuse Dieu quelque part. Donc, il est haï par Dieu, parce que si tu n'aimes pas ce qui est proche de Dieu, qui est aimé par Dieu, Dieu, il n'aime pas celui qui n'aime pas son copain, qui est la Torah. Donc, ça crée une haine par rapport à Dieu. Mais quand même, c'est un piège, parce que les nations, mais d'un autre côté, si les nations, elles ne restent que sédentaires, que la gestion, elles sont foutues. Donc, c'est un piège. C'est vraiment la Torah, c'est mal foutu. Est-ce que les nations sont un peuple? Est-ce qu'on peut parler de peuple dans les nations? Tu veux dire quoi par là? Dans le désert, il ne peut pas se construire des nations. Un peuple peut se construire si on veut. Mais une nation, il n'y en a pas. On n'est pas une nation. On est un peuple, pas une nation. Oui. Oui, la preuve, c'est que tu as des Séfarades, des Ashkenazes, des Yéménites, des je sais pas quoi. Eux, ils sont une nation. Est-ce qu'ils sont un peuple? Ouais. Non. S'ils étaient un peuple, ça se passerait autrement. En tout cas, voilà. Et c'est pas le rapport entre la haine et la construction. Non. C'est-à-dire que, il dit, les nations haïssent la Torah, ils ont refusé la Torah, qui est donnée dans le désert. La Torah qui était donnée dans le désert, ils exècrent. Ils exècrent. Donc, quelque part, comme la Torah, c'est ce qui est le plus proche de Dieu, eh bien, comme ils exècrent la Torah, Dieu, par rapport, comme la Torah est très proche de Dieu, et Dieu aime la Torah, donc Dieu haït les peuples, puisqu'ils haïssent ce qui lui est proche de Dieu. Donc la haine est descendue. La Torah, ça foutu la pagaille. Voilà. Ça crée. C'est quand les goyim disent c'est à cause des juifs qu'il y a des problèmes. Quand en Israël, par exemple, ils disent c'est à cause des religieux qu'il y a des problèmes, ils ont raison. Il n'y aurait pas de problème s'il n'y avait pas les religieux, c'est sûr. C'est sûr. Mais qui t'a dit qu'il faut vivre sans problème? Nous aussi, le matin, là, par exemple, ce matin, on aurait bien voulu faire la grasse matinée, il y a la prière de Rosh Chodesh, machin. C'est long, le Hallel, c'est long. On a la haine. Alors, la preuve qu'il y a de la Torah, c'est que ça te dérange. Si ça ne te dérange pas, ce n'est pas la Torah. La preuve qu'il y a du don de la Torah, c'est que ça te fait bref, ça t'énerve. C'est qu'il y a de la Torah. Si ça coule, oh là là, moi j'aime la Torah, j'aime Dieu. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avim Otra. Je ne sais pas comment ils sont sortis. C'est sympa, mais c'est pas juif ça. On t'aime Dieu, c'est pas. C'est que tu nous emmerdes, oui. Oui, Akadosh Baruch Hu, tu nous casses les pieds. Oui, ça j'entendrais bien. C'est sans saveur, sans goût. Ah là là, on t'aime, mon Dieu, on t'aime. Des faillots. Non, c'est spécial, non? Hein? Dieu, on t'aime. C'est Dieu, oui, tu me casses les pieds, quoi. Il y a une nana, franchement, j'étais à.
quelques jours quelque part. Il y a une dame, elle dit, je suis madame une telle, machin bidule. Je suis divorcée, une dame pas jeune, hein. Je cherche à me remarier. J'ai trouvé que quelqu'un avec qui je m'entends bien, c'est un Cohen. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais? Vous avez envie de casser la figure à Dieu? C'est comme ça. Ça te casse les pieds, elle te casse les pieds. C'est la Torah, tu l'as dans la tronche. Qu'est-ce que tu veux? La pauvre chérie, qu'est-ce que tu veux en face? Elle a cherché à se remarier, cherché à se remarier. Il y a un seul avec qui elle s'entend bien, c'est un Cohen. Pas se marier avec. Alors, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi. Ça casse les pieds. Tu vas dire, chanter, Akadosh Baruch Hu, Anachnu Abimotra. Casse les pieds, casse les pieds. Alors, donc, le signe, finalement, qu'il y a eu la Matan Torah, c'est qu'il y a la haine. Ça crée des tensions qui sont insupportables. Voilà. Ça, c'est le mot le plus récurrent, il dit. Voilà. זה השם ראוי יותר למילואה, לכן כתוב, זה השם בכל, כמו זה אומר, כי המדבר מקום מידת הדין, הוא מביא מידת הדין, וירדה שנאה לקום, et ça a amené la haine aux nations, שחיכו את התורה, qui ont éloigné la Torah. לכן מזכיר תמיד מדבר סיני. C'est pour ça le mot le plus récurrent, c'est désert de Sinaï, qui ראוי המדבר לתורה, une seconde, où suis-je? Que ce que la haine et des autres nations, ça c'est spécifique au désert. Midbar Kanmot. Il y a aussi le désert primordial. Chez Natna Kedumala, parce que la Torah qui a précédé le monde a été donnée. Pirouche. Qui Raouya Midbar la Torah, car correspond le désert à la Torah. Où suis-je? Qui Raouya Midbar la Torah, qui est Moshe. Qui Mashaïta Keduma Leolam, parce que la Torah était primordiale, première par rapport au monde. Yorézé à la Torah, la Torah Elokit. Oui, c'est toujours encore que la Torah, elle précède le monde, elle n'est pas dans le monde. Charé ou Kodem Aolam. Oui, par exemple, il y en a qui disent, mais le monde Chachedi, il n'y a que des problèmes. Oh, le monde Chachedi. Oh, non, c'est que des problèmes. C'est sûr, puisque fondamentalement, c'est mal foutu. C'est pas dans la gestion, c'est mal foutu. C'est pas dans la gestion. Ça vient de quelque chose qui est d'avant la création du monde. Donc c'est mal foutu. C'est mal foutu. C'est pas mal foutu parce que tu te débrouilles mal ou tu te débrouilles mal ou je me débrouille mal. Monsieur, il s'occupe d'une école juive. Allez, école juive. Il y a plein de problèmes spécifiques. Mais c'est pas que vous vous occupiez mal. C'est sûr qu'il faut bien s'occuper d'une école. Mais qu'il y ait des problèmes, on ne sait pas comment les résoudre. C'est ni ta faute, ni ta faute de David Elbaz ou du truc des parents d'élèves. C'est structurel. Des problèmes. Ça, c'est inhérent à l'humain. Dans toute structure où il y a des humains, toute école ou toute institution, elle a des déboires avec les... Oui, mais plus encore. Non, mais plus encore. Ouais. Plus encore, c'est que là, c'est lié à la Torah. Et la Torah, si tu veux, ça crée, par rapport à l'insertion dans le monde, ça vient d'avant le monde. Donc, c'est sûr. Il dit, puisque la Torah, elle est spécifique à Midat Hadin. Or, ce monde, il est géré avec... C'est comme cette brave dame, très gentille. Elle me dit, regardez, monsieur, qu'est-ce que je fais? Le seul avec qui je m'entends bien, c'est un Cohen, je suis divorcé. Mal foutu. C'est mal foutu. Mal foutu, c'est mal foutu. Je veux pas dire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de tikkun haolam, il n'y a pas un but ici d'organiser justement le monde de la société, d'en faire quelque chose, pas de rester dans cette
marginalisation, enfin, on peut rien faire, ça reste mal foutu maintenant. On pensait que c'était un programme quand même, la Torah, plus qu'un. C'est excellent. C'est le problème. C'est ce qu'il dit, le juif, là. Ce qu'on vend, c'est ça, c'est le programme d'un petit coup Olam. On dit qu'avec les c'est vendeur. ce sera mieux avec les mitzvot, socialement. La parnassa, tout ça. Non, bah, tu aurais dit, c'est autre chose d'équilibré, quoi. Dans les mitzvot, il y a un sens. C'est pas une déflagration non plus. On est assis pas loin l'un de l'autre. Il y a deux univers. Non, bah, c'est démoralisant pour l'éducateur. Celui qui veut faire passer le message, c'est démoralisant de savoir que qui parce que si, n'a pas d'implication. Moi, je crois quelque chose qui est plus vivant que toutes les autres écoles aussi. C'est-à-dire c'est plus vivant, donc c'est mal foutu. C'est aussi que c'est plus vivant. Ça veut dire qu'il se passe des choses plus vivantes que dans les écoles. Mais il se passe quelque chose, il se construit quelque chose. Sinon, mais si c'était tout en marginal et désorganisé, c'est pas. Ça marche. Voilà, non, mais on est dans la problématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur le débat, il y a 3 jours avec des enseignants sur la scolarisation du collège, sur l'enseignement qu'on un peu on a une tendance à vouloir se former en pédagogie rôle et à l'adapter dans le monde objectif, fiche de prep, tout un blabla très intéressant d'ailleurs. Mais on voit que quand on modélise les cours de Limoud sur ces formations pédagogiques ou didactiques, on y arrive, hein. On tient la classe, objectifs, compétences, on a tout le tralala. Mais on a perdu quelque chose, il y a de désordre vital, quoi. C'est ça le sujet. C'est pas la désorganisation, c'est pas un chahut anomique, mais il y a quand même un espèce de chahut vital, quoi. Et ben ça, alors qu'on cherche à assainir en mathématiques, le cours très. Et on voit cette transposition-là, elle est létale pour le Limoud, vraiment. Alors ça, il faut maintenir cette désorganisation. Tout à fait. Voilà. J'ai passé. Mais tu vois, c'est un point d'équilibre. 5 années de ma vie dans une bibliothèque de philo. Bon, tu vois, c'est carré, chacun, tu sais où sont les livres, il y a personne qui va te déranger, etc. Mais je creuse parce que je suis en train de réaliser que je cherchais c'était un bête à midrash. Et ici, tu arrives ici, tu te dis, mais comment je peux me concentrer? Qui crie à côté sur un truc qui n'a rien à voir, comment je peux me penser à ce que je dis, etc. Et après, finalement, en fait, à la fin de la journée, tu ne sais même pas ce que tu as dit, mais c'est sûr. Au moins, on est dans la problématique. Voilà. Mais ils ne sont pas restés tout le temps dans le désert. Le but, ce n'était pas qu'ils restent dans le désert. C'était la terre de Le but, c'est. Mais disons, la Torah est dans le désert. Tu vois, par exemple, là, on nous a saoulés hier dans la paracha, que je défie quelqu'un d'avoir compris quelque chose dans la paracha. Mais bon, on ne parle les Lévis, ils ne sont pas avec les autres. Les Lévis, qu'est-ce que les Lévis, l'autre, Pagdou, Béton, Béné Israël, ils n'ont pas été. Voilà. Ça, c'est un truc, moi, qui m'a. Pourquoi c'est tellement répété? Et ils ont fait pareil. Les Lévis, les Lévis, c'est ceux qui enseignent la Torah. Eh ben, il ne faut pas les normaliser. Et ça, c'est très dur. Ils ont fait ce qu'Hachem a dit. Ils ont supporté quoi. Il y a une tribu là qui est pas comme nous, machin. Eh ben oui, il faut une tribu qui correspond pas aux autres protocoles. Ils sont en la terre d'Israël. Les Lévis n'ont pas le droit d'avoir une part dans la terre. Ils n'ont pas le droit. Quand il y a une bataille et qu'ils ramènent du butin, ils n'ont pas le droit d'avoir une part dans le butin. Interdit d'avoir une part dans le butin. Il faut qu'il y ait à l'intérieur du peuple une tribu qui soit encore nomade, quoi. Et en Israël, ce serait les Lévis du monde. Oui. On fout la pagaille dans les nations. Et des moments, ils disent on en a marre. On les comprend.
tu vois, par exemple, c'est ce qu'ils appellent le juif errant, machin, c'est perturbant. Des gens qui sont à l'intérieur du monde occidental et qui vivent différemment, etc. Il y en a qui vivent différemment parce qu'ils n'ont pas réussi encore à s'intégrer. Il y en a qui vivent différemment et ils assument de vivre différemment. C'est différent. C'est dur. OK. Alors là, Pirouche qui Raoui Amidba, Léolam, il dit la Torah Elokit. Parce que la Torah divine, Charé, Ikodem Aolam Ativi, Akashmi, la Torah précède le monde naturel, matériel. Le Karaïta, Torah Royal, la Tel Bamidba. C'est légitime que la Torah ait été donnée dans le désert. Qu'Amidbar, Enshan Varim Ativi Machomé, que la Torah ait dégagé des choses matérielles. Raoul, c'était la telle Shama Torah, qui Uma Shemo, quel est le nom Chorev Shemo. Kakon Imshar Rarze, tout, c'est-à-dire la source de toutes ces dimensions, c'est Chorev. Bema Shekol Midbar ou Makom Charev. Car tout désert est un lieu détruit. Charev, le langage Chorban, Nakao, Mizen Imsheru, Kol Chamisha Shemot, de là, comment dire, se trouve Nimsharu, comment proviennent ces 5 noms. Kacher Taskil Bechorma, si tu réfléchis dans la connaissance, Timsa, Kamidbar, Razé, Yeshlo, Chamisha Shemot, ce désert a 5 noms, Bavour, Kamidbar, Raoul et Chamesh, Metzad Kohar, Amidbar. Alors, que le désert, c'est légitime qu'il y ait 5 noms. Cela, c'est la dimension du désert, comme dit le verset, Agadol ve'anora, le car Shemot Amidbar Chamisha. Vavenze etev, comprends bien et comprends rien, il n'y a rien à comprendre. Là, passez votre chemin, une seconde. Agadol, Anora, qu'est-ce qui. Où est-ce que c'est ce passouk? Midbar, Agadol, Vanora. Devarim Aleph Yud-Tet. Comment? Devarim Aleph Yud-Tet. Ok, on y va. On va prendre le Chumash. Aïe, 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 alors, Midbar, Aleph, Yotet. Vanissa Mechorev, Vaneler et Kol Amidbar, Agadol, Veanora, Aou, Asher, Beitem, Derer, Ar, Emori, Kasher, Tziva, Hashem, Elokeinu, Otanu, Benavo, Ad Kadesh, Barnea. Bon. C'est le Hé, en fait. C'est pas la question du Hé, là, qui est la contresol. Ah. Vaneler et Kol Amidbar, le Amidbar, tu veux dire? Le seul truc que je vois 5, c'est Amidbar, Agadol, Veanora. En quoi le désert est normal qu'il ait 5 noms, Fifi? Allez. Allez.
Moi, j'irais, on dit que Olam Hazé est créé avec la lettre E. Peut-être que quelque part, la réalité du monde, c'est un désert. La réalité, La réalité, c'est aussi dérangeant, le désert. Voilà, c'est ça, tu vois, parce que là, on a déjà vu moult fois, on voit que quand on dit que Noé, il s'est dévoilé dans la tente, alors les commentateurs, ils disent que la tente, la tente, ça correspond au monde, et il a bu du vin, il s'est enivré, ça veut dire il est arrivé à un niveau de connaissance qu'après le déluge, il s'est rendu compte que ce monde, tu crois que c'est un monde statique, et ben, il peut se renverser complètement et disparaître. Donc, ce chaos de l'existence, c'est une connaissance du monde. C'est percevoir ce chaos, que le monde, il y a un chaos. D'ailleurs, moi, je ne suis pas scientifique, mais disons, il y a beaucoup qui travaillent sur un certain chaos. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais disons, percevoir qu'il y a un chaos comme le désert qui s'appelle Chorev, c'est une connaissance de la réalité du monde. C'est une science. Et ça, c'est la dimension du 5. Alors, quoi? C'est le 5. Le 5, la lettre E, c'est une structure, mais qui a une ouverture. Ce n'est pas une structure fermée. Hein. Par exemple, vous voyez le mot Hallel. Hein. On a fait Hallel ce matin. Hallel. Les Chachamim disent le E, tu mets un chet, c'est Hallel. C'est profané. C'est glorifié et profané. Soit ce mot dit glorifie, soit il profane. Mais c'est rien. C'est juste, tu vois, un petit truc. Un petit truc. OK. Alors, essayons de continuer. Donc, le premier dit que le nom originel de ce désert, c'est Chorev. Mais Rabbi Abaou Sava, qui Shemo Atzmi Sinaï. Et Rabbi Abaou, il est contre, il pense que le nom structurel du désert, c'est Sinaï. Venikra Chorev Al-Shem Kimisham Yarda Khurban Lakum. Donc lui, il dit que le lieu du don de la Torah, c'est Sinaï. Sinaï, c'est-à-dire la tension, le bouleversement. Mais lui, il dit que ce n'est pas qu'est descendue la Sina pour les nations, mais qu'est descendue la destruction pour les nations. Ce n'est pas la haine, mais la destruction. Pourquoi? Niré le Rabbi Abaou qui roé Raou shenikra Hachem Churban Akum, que les nations ont été détruites. Qui c'est Inyan Amidbar Pshur Churban? Parce que c'est la dimension du désert qui est la destruction. Le Karnim Sham Imeno Churban, que ça a comme conséquence la destruction. Mais pne ki kodem atan Torah ayu aumot ikar ametziut baolam. Avant le don de la Torah, les nations étaient la base de l'existence du monde. Mais c'était toutes les nations, c'était des fils de Noé.
Et Kacher Aya Matan Torah, Ayu Charevim Kol Haumot Shayu. Donc les nations ont été détruites. Kilu Charev Kol Haolam, comme si tout le monde était détruit. Le Fika Nikra Chorev, c'est pourquoi c'est appelé Chorev. Nous, les amis, I need you. Very beaucoup. Abraham, allez, sauve-nous. Non, tout à l'heure. Gabriel, aide-nous, sauve-nous. On aurait pu faire autrement que de faire cette baguette de Torah un peu. Forcément, ça avait. Dans une classe, si vous prenez un enfant de gâté, mettez la pagaille. Ça pouvait. Est-ce que On voit le que schéma ça dans pouvait la être, Torah. C'est pas sympa. comment il aurait pu donner une Torah sans mettre la pagaille? Non, il n'y a pas d'autre schéma. À moins de dire qu'il a proposé à tout le monde. Mais bon, Mais regarde, tu vois, par exemple, le christianisme, il se veut la bonne parole pour tout le monde. L'islam, il se veut le sauvetage de l'humanité. Au moins, c'est comme le Coca-Cola, c'est bon pour tout le monde. Que tu sois chinois, turc ou patagon ou brésilien, Coca-Cola, c'est bon. It's good. Et nous, non, c'est pour un petit groupe. Les Lumières, prenons par exemple les Lumières du XVIIIe siècle. Eh ben, ils ont pensé que c'était bon pour tout le monde. Ils ont amené ça aux Africains, ils ont amené ça à tout le monde. Avec les conséquences que l'on connaît. Ouais, bon, on y reviendra au colonialisme. on a l'impression. Mais c'était ça, on amène la bonne parole à tout le monde. Et nous, non, on vous emmerde, vous ne pouvez pas nous comprendre de toute façon. Comment? On n'a rien à prouver, on n'a rien à... Alors, lui dit, est-ce que Dieu aurait pu s'y prendre autrement? Tu vois bien qu'il y en a qui disent que Djibril, là, il s'est pris autrement. Djibril, tu connais? C'est l'ange, l'archange qui a parlé à Mahomet. Il a dit, voilà, transmets ta parole à tout le monde. Il avait raison, Djibril. Djibril, c'est pas seulement un prénom de footballeur. Djibril, c'est Gabriel. Non, c'est vrai, c'est comme ça. Dans le Coran. Mais... Eux, ils sont universels. Et nous, on est communautaristes. Je sais pas quoi. Individualistes. Je sais pas. On fout la pagaille. Pourquoi? C'est vrai. Alors, mais pourquoi? Non, mais d'accord. Reprenons dans les mots du Maharal. C'est quoi cette histoire de Khurban? Bon, ça, c'est un grand thème dans le Maharal. Ça, il le dit là, court, mais il le dit ailleurs que parce que le Midrash, il dit, vous avez déjà entendu parler, Monsieur Julio, est-ce que vous avez déjà entendu parler pourquoi la Torah, elle ne parle pas des dinosaures? Ouais. Pourquoi? Déjà... Ça veut dire, donc la Torah, c'est faux, quoi. Ça veut dire que Dieu a créé le monde, c'est pas vrai.
C'est pas les grands petits. C'est pas de ça. Ouais. Ouais, pourquoi? Les tyrannosaures rex, les T-Rex. Vous avez des T-Rex? Nous avons des T-Rex. Qui a dit ça? Connais-toi. Comment? Jurassic Park, voilà, voilà. Oh là 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 là. Vous avez des T-Rex? Nous avons. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Et pourquoi dans la Torah, il n'y a pas de T-Rex? Ça, c'est une question. Alors, le Maharal, il répond dans le Beragola. Parce que la Torah, elle ne parle que de l'existence de l'homme. Le Midrash, il dit qu'il y avait des mondes avant, mais à partir de l'homme, c'est comme si avant, ça n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça n'existait pas? C'est-à-dire, la Torah, c'est de la dimension de l'existence. C'est la Torah donne de l'existence. Comment c'est possible si la Torah vient avant l'existence aussi? Comment c'est possible si la Torah dit aussi que la Torah vient avant l'existence? Les reptiles n'existent pas. Si tu veux, là, il y a relisons Heidegger. L'existence, c'est pas seulement être là. T'es là, mais t'existes. La table, est-ce que la table existe? Elle est là. Exister, c'est autre chose. Exister, c'est autre chose. Tellement d'accord, intégré dans la société française, devenir famille qui a sa place, quelque part, ça donne des habitudes. C'est nul, quoi. Mais non, mais c'est bien ce que toi tu dis. Par exemple, moi j'ai des cousins qui sont les plus gentils du monde. Mais vraiment, les gentils, les Rninous, toi, ils me haïssent. Mais j'ai rien fait. Ils me haïssent. Mais oui, je ne sais même pas pourquoi. J'ai rien fait. Tu es. C'est parce que tu es. Mais c'est pas agréable, je peux te dire. Moi, j'ai grandi avec eux. J'allais en vacances avec eux jusqu'à mon adolescence. On allait tout le temps en vacances ensemble. Ils me haïssent. C'est pas ça. Et j'ai rien fait. Moi, j'ai une cousine adorable. Quand ma mère est décédée la veille de Rosh Hashanah, il y a 3 ans et demi. Bon, il fallait jusqu'à la fête que je me débrouille pour que l'enterrement soit à Tanit. Je n'ai pas eu le temps de prévenir la famille. Or, elle, comme elle n'est pas religieuse, elle ne savait pas que les 2 jours-là, je ne pouvais pas appeler au téléphone. Elle a dit, espèce de salaud, pourquoi tu ne m'as pas prévenu l'enterrement de ta mère? Assez religieux, vous nous dénigrez. On fait pas, dis-le tout de suite qu'on ne fait pas partie de la famille. Il y avait Rosh Hashanah. Je n'ai pas pu appeler. Il fallait que je me débrouille pour enterrer le plus vite ma mère. Les salauds, elle a rompu complètement. Mais elle est la fille la plus gentille du monde. Une des rares avec qui j'avais encore un lien. J'ai rien foutu. J'ai rien fait. C'est pas moi. J'ai rien fait. C'est Dieu. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Alors, je suis tombé par terre. Ça servait à rien que je me justifie. Je ne pouvais pas comprendre. 2 jours, on ne peut pas prendre le téléphone. Et juste après, il y avait l'enterrement de ma mère. Des espèces de salauds. C'est religieux, c'est tous des salauds. Vous nous excluez. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Mais j'étais content d'avoir encore un lien avec une cousine. Et là maintenant, c'est pas gentil. C'est pas sympa. Vraiment. Non, si on était évangéliste, tout ça, c'est bon pour toi, machin. Comprenez. Non, c'est vrai. Alors, oui, alors, on n'a rien expliqué, hein, les copains. On n'a rien expliqué. On a raconté des histoires, des jolies histoires, comment dire, une légende dorée.
raconter une légende dorée, mais à part ça, on n'a rien expliqué. Il n'y a pas, bon, on dit qu'avant la Torah, le monde est soutenu par les nations. Il n'y a pas d'individualité. C'est la Coca-Cola. C'est bon pour le monde. Mais il n'y a pas d'individualité. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Je ne peux pas Coca-Cola, on est plutôt Instagram, etc. Mais là, non, la Torah a une face différente des autres. Il y a une valeur, ça aussi. Donc l'autre est exclu. Mais c'est pas une exclusion. C'est pas une exclusion. Il n'y a pas de valeur. C'est pas ça. Il y a une valeur aussi. Mais il y a une valeur. Mais pourquoi on dit que les nations n'existent plus? Non, mais je pense que la différence, c'est justement, c'est que les religions, entre guillemets, monothéistes, entre guillemets, elles ont un message. Nous ont le bon message, la bonne valeur, etc. Que, voilà, Dieu a porté sa parole, etc. Mais nous, il n'y a pas des valeurs, il n'y a pas un discours, c'est un vécu. Oui. C'est un vécu. Et ça, ce vécu, la Torah nous donne un vécu, une existence. Et ceux qui n'ont pas ce vécu, eh ben, ils n'ont pas ce vécu. Et ils sont exclus de ce vécu. C'est pas exclu. C'est quelqu'un, il fait Shabbat. Un juif, il ne fait pas Shabbat. Même quelqu'un, il fait Shabbat. Il dit, Monsieur Cohen, pourquoi vous faites Shabbat? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Ça change rien. Il fait Shabbat. Et il vit Shabbat. Quelqu'un qui ne vit pas Shabbat, il ne vit pas Shabbat. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je viens pour vous. C'est pas Shabbat. Et si. Non. Oui, mais... Si, parce que quelque part, il ne participe pas de ce vécu. Il ne participe pas de ce vécu. Il est dézingué. Mais le vécu, il est dézingué. Mais le vécu, il est marqué par le... Il est dézingué. Il est détruit. Parce qu'il on ne perçoit pas ça. Lui, il ne perçoit pas. Il ne perçoit pas. Comment? Il ne perçoit pas. C'est pas, t'invites à Goy à Shabbat, il va dire, bon, c'était mignon votre truc. Alors, chez lui, il ne va pas se sentir dézingué. Et ça peut arriver. Bon, c'était mignon. Or, pour nous, J'ai un voisin quand même, argentin, il a dit qu'il était chez une famille religieuse. Là-bas, il a dit, j'ai fait Shabbat chez eux. Eux, ils faisaient ça tout un peu à la va-vite. Voilà. On fait Shabbat, quoi. On fait pas 3 heures à faire un kidouche, machin, on fait kidouche, quoi. Il a dit, eux, ils avaient l'air de faire ça, genre, c'est pas très important pour eux, moi, ça m'a fait chialer tout le truc, quoi. Il a des points comme ça, là, chialer comme ça. Oui, et ben ça, c'est le sujet. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est un vécu. On ne se rend même pas compte de l'impact du vécu. Et ce vécu, c'est ça l'existence. C'est la Torah nous donne une existence. Et indépendamment des pensées, des trucs et des machins et des bidules. C'est... Une dame, elle va au mikvé, peu importe si le couple, il a fait toutes les cavanotes du Harizal ou je ne sais pas quoi, ça change rien. C'est un fait. Ok. Ok. Bezrat Hachem, on commencera le chapitre 27. Alors, une seconde. Ouais, le lendemain de la fête, ouais. On verra. On fera, oui, a priori, dimanche prochain, c'est bon. Dimanche prochain? Ouais. Voilà. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Ah. Bon, on fera le point. Ok, c'est bon. Alors, à demain soir. Hein,